Et voilà, c'est bon. Donc, moi, je m'appelle Matt Murphy. Mes pronoms sont il et lui. Et je suis un spécialiste d'apprentissage et les programmes d'études pour MA12 au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Merci, Matt. Et j'aimerais me présenter aussi. Je m'appelle Joni Wood et je suis la conseillère en immersion de la 7e à la 12e année ici au ministère de l'Éducation et Développement de petite enfance. Et je suis surtout responsable pour les humanités, tous les cours sauf maths et sciences. Alors, bonjour et bienvenue à la session L'apprentissage par l'enquête en immersion française et français intégré 7e et 8e année. Je veux commencer et je veux reconnaître que même si notre réunion se passe en ligne, nous nous trouvons en Mi'kma'ki. Je veux aussi reconnaître que les Mi'kmaq sont les gardiens du passé, présent et futur de ce territoire non cédé, où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes tous liés par les traités de la paix et de l'amitié, puisque nous habitons ici. Merci, Matt. Alors, j'aimerais commencer par un petit aperçu ou un petit survol de ce que nous allons faire pendant notre heure ensemble. En premier, je vais vous parler du pourquoi on offre cette session. Ensuite, on va faire une petite activité comme point de départ pour savoir vos pensées lorsqu'il s'agit de l'apprentissage par enquête. Et puis, on espère briser quelques mythes qui existent autour de l'apprentissage par enquête en français langue seconde. Alors, on va commencer avec le pourquoi. Pourquoi est-ce que Matt et moi ont pris la décision de faire cette session? Nous avons vu des résultats du sondage fait par les enseignants de la Nouvelle-Écosse de la 7e et la 8e année des programmes renouvelés. Le sondage a été fait au mois de décembre 2021 et janvier 2022. Ce sondage a été géré par Syntavex et MedPay. Et puis, après avoir vu les résultats, nous avons remarqué beaucoup de messages positifs. Et vous verrez quelques messages devant vous maintenant. J'aimerais lire quelques-uns. Mes élèves prospèrent avec l'approche neurolinguistique et l'enquête. C'est enrichissant. Les élèves ont hâte d'exprimer un message en français. La réduction des résultats nous permet d'explorer les concepts en profondeur. L'enquête permet aux élèves de s'adonner à l'expérience au lieu des exercices. Nous avons également vu qu'il y avait besoin des précisions concernant l'apprentissage par l'enquête dans une classe de français langue seconde, selon d'autres commentaires qu'on a vus. Donc, voilà la session. Parfois, l'enjeu avec l'apprentissage par enquête, c'est que tout le monde a une définition différente de qu'est-ce que ça veut dire l'apprentissage par enquête. Alors, quelle est votre définition de l'apprentissage par enquête? Dans quelques secondes, je vais mettre un lien dans le clavardage et vous allez voir un Jamboard devant vous sur laquelle j'aimerais que vous preniez une sticky de n'importe quelle couleur et mettre votre définition, soit les mots, soit une phrase complète, sur qu'est-ce que cela veut dire l'apprentissage
par enquête pour vous. Alors, je vois qu'on a des définitions intéressantes. De se mettre à l'apprentissage dans les mains ou de mettre l'apprentissage dans les mains des élèves, trouver et rechercher des réponses à des grosses questions. Être à la recherche des réponses à une question brûlante. J'aime ça, une question brûlante où les élèves ont beaucoup de passion et intérêt. C'est une méthode où les élèves poursuivent une question clé d'un sujet pour présenter les résultats à la fin. Oui, on a quelque chose à dire, à communiquer sur notre apprentissage à la fin. D'emmener les élèves à apprendre en découvrant eux-mêmes ou en groupe quelque chose de nouveau. Bravo et merci beaucoup d'avoir contribué à vos définitions de l'apprentissage par enquête. Alors, on va retourner à la présentation. Et Matt, je t'offre les paroles. Merci, Johnny. Donc, le format que nous avons créé ou dévisé pour aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter la voix des enseignants d'abord. Donc, des commentaires directement du sondage. De là, on va prendre ce que nous, moi et Johnny, on retiré de ces commentaires, ou ces deux commentaires ici, mais il y a des autres, l'idée générale ou la mythe qui se trouve dans ces commentaires, et puis on va essayer de briser ce mythe. Donc, ce que vous voyez ici, c'est deux commentaires qu'on a eus du sondage, donc c'est la voix des profs. Donc, un qui dit qu'il y a tellement d'apprenants qui font les mêmes résultats dans toutes les différentes manières, ça devient trop chaotique dans la salle de classe. Ou quand il y a trop de choix, on va avoir une paralysie du choix. Quand vous choisissez des activités. Ben, il y a trop de choix, je ne sais pas, je vais étudier ceci ou ça ou des autres choses, ou j'aime bien ce que mon partenaire est en train de faire, ou mon ami va étudier ça. Il y a trop de choses à choisir et on ne tombe jamais sur un sujet. Donc, ce que moi et Johnny ont tiré de ce premier mythe, c'est l'idée que l'enquête, c'est un apprentissage complètement géré par l'élève. Et ça, c'est le mythe. C'est pas complètement géré par un élève. En fait, il y a plusieurs façons de livrer l'enquête. Ce qu'on voit ici, c'est plutôt comme une perception que l'enquête, c'est quelque chose où les élèves vont choisir le sujet, ils vont choisir comment ils le font, ils vont choisir qu'est-ce qu'ils font, ou peut-être même les dates limites. Donc, c'est possible que ça existe comme ça, mais ce n'est pas la seule façon de faire l'enquête. Donc, voici comment on va essayer de briser ce mythe. C'est de penser grand et commencer petit. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire pour cela? C'est qu'il faut échafauder ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que oui, il existe l'enquête comme on vient de décrire, mais ce n'est pas la place de départ. Pour ceux d'entre vous qui viennent de la région d'Halifax, vous êtes probablement au courant ou avec Trevor Mackenzie, ou peut-être même des autres personnes, vous êtes au courant de Trevor Mackenzie. C'est un enseignant qui vient de Colombie-Britannique, qui est un des gourous de l'apprentissage par enquête, et il utilise souvent cette image de la piscine. Donc, ce que vous voyez là, dans l'exemple qui était dans la voix des profs, c'est l'élève ici qui est dans la région profonde. Si on commence dans la région profonde, on va probablement avoir de la difficulté. Il faut commencer avec des élèves. Si on parle du 7e et 8e année, il se peut qu'ils ont fait un petit peu d'enquête avant, mais peut-être que non. Donc, on ne va pas commencer, si on commence à nager, si on va apprendre à nager, on ne va pas commencer dans la région plus profonde de la piscine. On va commencer à côté de la mur, structuré avec l'enseignant qui est là. Puis, on va avoir la natation contrôlée, et encore avec l'enseignant qui est là dans la piscine pour aider.
et puis guider. L'enseignant est à côté et on voit un peu plus d'autonomisation pour les élèves. Et puis finalement, pour l'apprentissage libre. Euh, donc, c'est tout un processus. Donc, cette approche, c'est peut-être nouvelle pour les apprenants, comme je viens de dire. Peut-être c'est nouvelle pour vous autres. Alors, ça va prendre du temps, l'expérience pour qu'on puisse arriver à cet apprentissage ou cet apprentissage en quête libre. Euh, Dans un apprentissage échafaudé, l'enseignant qui connaît bien ses élèves va créer la question centrale ou la question brûlante, comme quelqu'un a dit dans le Jamboard. Euh, et on va aussi trouver des questions cibles qui sont peut-être euh, plus spécifiques, disons, à différents thèmes ou aux concepts liés à la grande question. Mais tout cela s'est développé selon les intérêts des élèves. Donc, ce n'est pas l'élève qui va choisir tout de suite au début, voici la question, comment je veux l'étudier. Comme on commence bien sûr avec le résultat d'apprentissage et de là, on est déjà dans un encadrement et puis on va développer la question centrale, les questions cibles en connaissant les élèves et leurs intérêts. Donc, on va avoir une idée en tête de ce qu'on va faire comme enquête, mais on va impliquer ce qu'on sait déjà des élèves. Donc, c'est pourquoi c'est important d'établir ces relations pour qu'on puisse développer l'enquête d'une façon qui va être engageante pour les élèves. Euh, donc, on peut encore donner du voix et choix dans la manière ou la forme de communication. Donc, peut-être c'est un poème, peut-être c'est une vidéo. Mais à noter aussi, c'est qu'en français art langagier, il faut quand même cibler certaines formes de communication. Donc, on ne peut pas dire aux élèves, fais comme tu veux, ils vont faire une vidéo chaque fois. Parfois, il faut prendre du temps pour apprendre comment faire une lettre. Alors, comme l'apprentissage par enquête, c'est un processus, nous pouvons commencer avec des mini-enquêtes. Comme ça, on va familiariser les élèves avec le format, avec comment faire l'apprentissage par enquête. Et à fur et à mesure que vous allez élargir la partie autonome. Donc, on commence avec des choses, des mini-enquêtes, et puis on peut faire une mini-enquête avec plus d'autonomie, ou on peut faire une plus grande enquête en guidant la partie structurée ou contrôlée. Donc, voici c'est un exemple que moi et Johnny, on a créé ou on a juste comme lancé. C'est si on a une grande question comme quelle influence les médias ont-ils sur ma santé et mon bien-être? Je crois que cette question, en fait, est tirée de, peut-être c'était mode de vie 8. Je pense que c'était mode de vie 8. Donc, cet exemple, c'est la grande question centrale qui a été faite par l'enseignante. Et puis, la question a aussi un lien vers les intérêts des élèves. Donc, peut-être le prof a déjà entendu que les médias sociaux, c'est quelque chose qui intéresse. Il parle toujours des influenceurs ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont trouvé quelque chose qui est lié au programme d'études, mais aussi lié aux intérêts des élèves. Donc, pour répondre à la grande question, l'enseignant a aussi créé 4 petites questions cibles que les élèves peuvent explorer. Ces questions cibles vont bien sûr échafauder vers la grande question centrale. À fur et à mesure que les apprenants se familiarisent avec l'apprentissage par l'enquête, ils seront plus impliqués dans le développement de ces questions. Donc, lorsqu'ils ont plus de pratique avec le processus, on peut les impliquer dans le développement de la question ou le développement du thème ou quoi que ce soit. Et je crois que je passe à Johnny pour notre prochaine voix de prof. Alors, merci Matt pour cette première grande idée. Pensez grand, commencez petit. Alors, maintenant, on va continuer vers le mythe numéro 2. Alors, voici d'autres voix de profs devant vous et je vais vous donner le temps de les lire. Alors, je vais lire quelques-uns. Le niveau de langue des ressources est trop difficile quand il s'agit de faire de la recherche sur l'Internet. Les apprenants d'immersion française ne peuvent pas faire de la recherche. Donc, ça, c'est quelques commentaires qu'on avait entendus. Et de là, on a fait une synthèse en pensant peut-être que ceci est le mythe.
les élèves, de français langue seconde ne peuvent pas faire la recherche, peut-être soit en français ou même en anglais. Donc, on va essayer de briser ou de vous offrir une façon de briser cette mythe. Et ce qu'on a trouvé une bonne façon, c'est d'enseigner comment faire de la recherche, c'est-à-dire l'enseignement explicite de la recherche en français. Quelquefois, on a l'impression que l'apprentissage par l'enquête égale de la recherche et que peut-être la recherche veut dire voici un ordi, allez trouver de l'information. Cependant, on doit réfléchir à notre réalité avec nos élèves. On ne peut pas prendre pour acquis que nos élèves de la 7e et la 8e année ont déjà des bonnes compétences de recherche quand ils arrivent devant nous. On a tous eu ces expériences que nos élèves ont des différentes habiletés en recherche. De plus, il est nécessaire de choisir intentionnellement, c'est difficile à dire, intentionnellement des ressources qui sont accessibles et au niveau de mes apprenants pour appuyer les réponses à l'enquête. Ces ressources, comme vous savez, pourraient être les vidéos, les articles ou bien les manuels scolaires provinciaux. Peu importe, la ressource devrait être au commencement sélectionnée par l'enseignement, surtout dans un apprentissage contrôlé, échafaudé et guidé. Alors, ce paragraphe que vous voyez devant vous est tiré du manuel d'élèves provincial de sciences humaines 7 comme un exemple. La question d'enquête ici qu'on a explorée, c'est à quel point est-ce que la société était équitable de 1820 à 1920? Et la petite question cible qu'on a abordée était comment les conditions géographiques ont, elles, créé des inégalités dans les communautés. Donc, on voit les Gaëls ici. On a également les petits paragraphes recherche sur les Mi'kmaq, les Acadiens et les Afro-néo-écossais disponibles pour les élèves. Donc, l'enseignant pourrait choisir des parties du texte à explorer et les offrir aux apprenants. Alors, la grande idée à retenir ici est que les apprenants en français langue seconde auront besoin de l'enseignement explicite de comment faire la recherche en 7e et 8e année. Et une petite chose avant de sauter à la prochaine diapositive, quand on parle de la recherche, quelquefois on pense d'un livre ou l'Internet sur l'ordinateur, un texte informatif, regarder une vidéo. Mais aussi, quelquefois, la recherche est une personne. Peut-être les personnes dans l'école, par exemple, les camarades de la classe, les personnes de la communauté. Ou bien la recherche pourrait être le texte narratif si on est en train de faire la recherche sur le style de l'auteur, par exemple. Alors, on va élargir notre définition un peu de qu'est-ce que ça veut dire une source de recherche. Merci, Matt. Je vais donner un exemple spécifique. Alors, une façon d'échafauder et d'enseignement de la recherche explicite et la responsabilisation graduelle. Et je crois que vous êtes tous familiers avec ceci et vous le voyez à l'écran. Alors, d'abord, l'enseignant va modéliser, puis les apprenants aident l'enseignant en grand groupe.
Et puis, les apprenants pratiquent et l'enseignant circule. Et puis, à la fin, les apprenants communiquent leurs réponses à la grande classe. Alors, on va vous donner aussi un petit mini-exemple spécifique. On veut que les apprenants soient capables de répondre aux questions centrales et cibles. Donc, on veut qu'ils trouvent les preuves dans la recherche ou bien des détails pertinents dans un texte pour appuyer leur réponse. Par exemple, on sait qu'une façon de trouver les détails pertinents qui répondent à une question d'enquête, c'est d'utiliser un surligneur. Mais on sait que si on ne modélise pas comment le faire, c'est bien possible que l'apprenant va souligner le tout. Tout va être rose ou tout va être jaune. Car peut-être l'élève ne sait pas comment distinguer entre les détails quelconques et les détails pertinents, nécessaires. Donc, le prof peuvent modéliser avec un surligneur comment elle identifie les détails pertinents et de parler à voix haute. Puis, les apprenants vont aider l'enseignant à soulever d'autres détails pertinents qu'ils trouvent. Ensuite, les élèves vont peut-être pratiquer en diade en soulignant d'autres détails et ils peuvent continuer sur le même texte ou dans un autre texte pendant que l'enseignant circule et offre de la rétroaction. Ah, ça, c'est un excellent détail pertinent. Ou peut-être, est-ce que ça va avec la question d'enquête, la question centrale? Possiblement. Enfin, les apprenants peuvent communiquer leur réponse à la question d'enquête et utilisent les détails qu'ils ont soulevés du texte pour que le prof puisse vérifier est-ce que les élèves sont bien capables de faire la recherche et on va modéliser et modéliser tout au long de l'année, n'est-ce pas, avec différents types de textes, soit narratif, soit vidéo, soit texte informatif. Alors, l'enseignement explicite de la recherche est primordial et une des grandes idées. Alors, maintenant, j'ai trop parlé et je vais vous offrir maintenant la parole. On va, dans quelques minutes, vous mettre dans les groupes ou sessions de discussion et voici la question de réflexion. Et vous pouvez prendre une photo ou noter la question si vous voulez ou si votre mémoire est comme le mien, très courte. Donc, vous allez réfléchir à cette question. Quelle stratégie puis-je utiliser pour échafauder l'apprentissage par enquête dans ma salle de classe ou comme mentor ou comme responsable? Alors, avez-vous des questions sur la question de discussion? Sinon, Matt, on va vous mettre dans les groupes et on va revenir dans 5 minutes. Alors, on a dédié il y a 2 minutes à peu près pour discuter. Quels étaient quelques points de départ, des points de discussion? Est-ce que vous voulez les mettre en commun et les partager avec les autres? On a quelques minutes. Allez-y. Euh, on a parlé un peu à propos de les questions d'enquête et comment d'utiliser dans la salle de classe. J'ai partagé que souvent, au début de l'année et probablement au milieu, on souvent fait comme un Genius Hour où on pratique les questions basées sur leurs intérêts et ensuite utiliser ces stratégies pour attaquer qu'est-ce qu'on fait dans les autres cours. So, j'enseigne sciences humaines, FLA et aussi mode de vie. So, toutes les stratégies sont au courant pour tous les sujets. So, on utilise beaucoup de temps pour pratiquer
et ensuite utiliser ce qu'on apprend pendant nos Genius Hours et les activités comme ça pour contribuer à ce qu'on fait dans nos cours. Oui, Sally, et Matt a parlé de comme mini-enquête et quelquefois l'heure on peut le dire à l'anglaise, Genius Hour, ça pourrait être considéré comme un point de départ pour commencer avec les élèves. Une excellente idée. Mhm. Et puis, le groupe 2, Annick et Mary. Ceci, c'est Annick. Je peux répondre. Moi puis Mary, on a discuté un peu de comment c'est important d'enseigner explicitement aux élèves, genre comment faire. On parlait de recherche parce que c'est vraiment vous aviez discuté de ça un peu, là. Alors, moi puis Mary, on a discuté de comment c'est important de communiquer puis de montrer aux élèves en modélisant comment lire un texte, comme la majorité des textes qui sont utilisés par les élèves sont des textes plutôt médiatiques avec un titre, puis, tu sais, même genre, puis Mary a eu une bonne idée avec comme genre, tu sais, prendre une photo d'un Twitter, puis là, ensuite, ben là, quand tu cliques dessus, qu'est-ce que tu vois? Tu sais, il y a souvent des photos accompagnées de textes, puis le titre. Alors, comment est-ce que l'élève va pouvoir ressortir des informations de ça, même si le français est quand même étrange pour lui au début de l'année, là, si c'est un élève qui est dans une situation d'immersion tardive. Oui, c'est très important d'enseigner les structures du texte, les caractéristiques du texte, de comment naviguer ce texte. Bravo, une excellente idée. OK. Merci tout le monde. Donc, on va continuer avec la voix des profs. Donc, encore, on a quelques commentaires qui viennent du sondage, de la sondage. Donc, je vais donner un petit moment ici pour vous laisser lire les commentaires. Donc, on voit ici, c'est l'idée qu'il n'y a pas de connaissances de base. Les élèves ne sont pas assez forts en langue seconde. Donc, le mythe que nous avons entendu dans ces commentaires, c'est qu'on ne peut pas faire l'apprentissage par enquête dans les programmes de français langue seconde. Ouf, ben, espérons que ce n'est pas global, cette mythe, parce que on veut que l'apprentissage par enquête, ça se fait dans les classes et on veut que ça se fait dans les programmes de français langue seconde parce qu'on sait que c'est une des bonnes pratiques d'autre utilité de faire l'apprentissage. C'est pas l'enquête, c'est d'engager les élèves, c'est de tirer sur leurs intérêts. Donc, espérons qu'on peut briser ce mythe aussi. Alors, notre suggestion pour briser ce mythe, c'est que la planification est essentielle. Pour assurer que le bien-être, la réussite de nos apprenants, il faut avoir un plan. Lors de la planification, c'est primordial d'inclure des occasions pour parler, pour lire, pour écrire et sachant un peu ce qu'on va parler un peu à la fin de la présentation, il faut avoir le parler, lire et écrire dans cette séquence. Donc, si on dit que les élèves n'ont pas la capacité, c'est parce qu'on n'a pas échafaudé la leçon, on n'a pas planifié pour qu'ils puissent s'engager dans l'enquête. Alors, pour quelques-uns d'entre vous, vous êtes peut-être familiers avec cette image. Il y avait une série, en fait, il y avait un document sur l'apprentissage par enquête dans les arts langagiers et français arts langagiers et anglais arts langagiers. Donc, il y avait un document qui était fait pour montrer un peu comment faire l'enquête dans ces cours. Et puis, le document est devenu aussi une vidéo. Donc, il y a une série de vidéos qui se trouvent sur le site de curriculumnovascotia.ca. Donc, ce processus ici, c'est un processus de planification pour mener une enquête. Donc, on a la première étape,
qui fait beaucoup de sens, c'est qu'il faut commencer avec un résultat. C'est pas que, oh, je vais faire ce projet et je vais trouver quel résultat qui fonctionne. Non. Notre apprentissage, surtout en 7e et 8e année, c'est fondé sur les résultats. On commence avec les résultats. C'est la planification à rebours. C'est ça qui est connu comme une meilleure pratique. Donc, on va commencer toujours avec ce résultat d'apprentissage et de là, on peut développer les questions d'enquête. Qu'est-ce qu'on va explorer? Lorsque ça s'est établi, on peut décider quelles preuves de l'apprentissage seront utilisées pour l'évaluation. Donc, comment est-ce que je vais savoir que les élèves ont atteint les buts? Et même, c'est quoi les buts? On va identifier les buts et les façons de les achever. On va créer des critères de succès. On va regarder des objectifs d'apprentissage, qui c'est un peu différent que le résultat d'apprentissage. C'est plus spécifique. C'est peut-être pour le jour à jour ou pour un certain nombre de jours. C'est quoi notre objectif? C'est quoi notre but que nous visions? Prochaine, étape numéro 3. Oh, j'entends une petite question avant que je continue. Il est important, intentionnel dans la planification. Oui, quel est le but final? C'est ça. Donc, le but final, bien espérant, c'est le résultat d'apprentissage. Et on peut toujours, parce que surtout en 7e et 8e, on a les résultats d'apprentissage sont assez larges qu'on peut trouver des éléments à l'intérieur comme objectif d'apprentissage. Donc, prochaine, maintenant, on va planifier le plan d'enseignement. C'est le plan en large. C'est quoi la grande idée que nous allons faire comme classe? Donc, on va commencer avec l'oral, bien sûr. Et les élèves vont pratiquer certaines structures et vocabulaire qu'on va voir lors de la recherche, soit en vidéo, en écoutant des personnes ou en lisant des textes. Et par la suite, ils peuvent écrire ce qu'ils sont capables de dire et lire. Donc, vous avez probablement entendu, si vous connaissez David McFarlane, c'est un de ses commentaires préférés. Ils peuvent écrire ce dont ils sont capables de lire et dire et lire. Donc, cette suivi, vous avez peut-être vu quand on parle de l'approche neurolinguistique, mais c'est une bonne pratique. C'est une pratique de la littératie. Si on fonde ce qu'on est en train de faire avec l'oral, ça met les élèves plus à l'aise et ils sont plus confortables parce qu'ils savent déjà un peu le vocabulaire, les structures, le contexte. Et si on retourne à l'idée du mythe que les élèves ne peuvent pas comprendre ce qu'ils sont en train de rechercher, de lire, mais si on a établi, échafaudé avec l'oral et les structures, lorsqu'ils arrivent à cette partie de recherche, ils sont beaucoup plus capables. Donc, l'étape 4, c'est de planifier des activités d'apprentissage et recueillir des ressources. Donc, on a déjà parlé, Johnny a déjà mentionné que le prof va choisir les ressources qu'on va utiliser. C'est pas, voici ton ordi, allez-y, parce que oui, ça, c'est difficile. Surtout si on parle d'un élève d'immersion tardive, ils vont trouver des sites soit en anglais et faire un Google Translate, ou ils vont trouver en français quelque chose qui vient de la Sorbonne et ils n'ont aucune idée de quoi ça dit. Donc, c'est plus important qu'on va fournir des ressources qui sont au niveau, mais qui touchent aussi à la question centrale. Donc, cette étape 4, c'est plutôt comme c'est le plan petit. Donc, l'étape 3, c'était le plan large. Étape 4, c'est le plan petit. C'est les activités de jour à jour. Donc, vous verrez bien ici qu'il y a une connexion avec des autres mythes dont on a déjà parlé. On parle de la recherche ici, comment échafauder la recherche. Lors de la planification, on va aussi organiser l'enquête d'une façon structurée et guidée, comme on a dit dans le premier mythe. Et tout cela, c'est en connexion avec les besoins des élèves. Puis, bien sûr, en recueillant des ressources, il faut ensuite avoir l'enseignement explicite de comment naviguer ces ressources pour trouver les informations qui vont appuyer nos réponses à la question d'enquête. Je passe à Johnny de nouveau. Merci, Matt. Et on est en train de faire maintenant notre 4e et dernier mythe. Alors, voici les voix de prof devant vous, du sondage encore. J'aimerais vous donner quelques secondes de les regarder et les lire.
Je suis en sciences humaines et c'est difficile d'implanter l'ANL dans ma classe. Je ne vois pas le lien entre l'apprentissage par enquête et l'approche neurolinguistique. Comment est-ce que j'infuse l'approche neurolinguistique dans l'apprentissage par enquête? L'approche neurolinguistique rend l'apprentissage par enquête d'une façon ouverte impossible. Je dois faire l'apprentissage par enquête guidée. Alors, voici quelques voix ou commentaires qu'on a reçus. Et à noter, il est fortement, comme Matt a présenté dans la première grande idée, de commencer par un apprentissage par enquête guidé. Donc, il n'y a pas de mal d'être dans un apprentissage contrôlé, guidé ou structuré. D'accord? Alors, voici le mythe qu'on a retiré. C'est impossible de faire l'approche neurolinguistique et l'apprentissage par enquête. Tu dois choisir soit l'un, soit l'autre dans mes classes d'immersion tardive ou français intégré. Donc, on aimerait briser cette mythe. Et on veut échafauder et guider nos élèves dans le processus de l'enquête. On veut faire de l'enseignement explicite de la recherche et on veut toujours planifier avec le cycle de littératie que Matt vient de dire, l'oral, lecture, écriture en tête. Donc, on va voir que l'ANL et l'apprentissage par l'enquête vont très bien ensemble. La grande idée ici, c'est que l'ANL et l'enquête sont complémentaires. Et on va vous expliquer pourquoi on pense ceci. Alors, il existe plusieurs similarités entre ces deux approches et voici quelques-uns dans le graphique et je vais vous donner quelques secondes de le lire aussi avant que je recommence. Donc, on voit que l'approche neurolinguistique et l'apprentissage par enquête favorisent l'oral, la lecture et l'écriture. Et voici d'autres points. Peut-être je vais juste reculer un petit peu, que je vais dire que avec l'ANL, on sait qu'on commence toujours par l'oral et avec l'apprentissage par enquête, on discute ensemble en interaction pour établir quelques questions centrales et ciblées et pour répondre à quelques questions. Puis, on va lire en ANL, en planifiant, et pour l'apprentissage par l'enquête, pour appuyer les réponses à l'enquête, la recherche, la lecture. Et on écrit notre réponse ou on fait quelque chose avec nos réponses dans une forme de communication quelconque. Je communique ce que j'ai comme réponse. Ça pourrait être l'écriture et d'autres choses aussi. Et je vais vous offrir quelques d'autres points de comment l'apprentissage par l'enquête et l'ANL vont bien ensemble. Alors, un principe de l'ANL, si vous avez suivi la formation d'ANL, est qu'on suit la séquence ou cycle de littératie dans l'oral, la lecture et l'écriture. En faisant une enquête, on doit parler, lire et écrire pour explorer et répondre aux questions centrales et cibles. Cette séquence est une bonne pratique selon les recherches, soit en immersion précoce, tardive, intégrée, tous nos programmes de français langue seconde. Aussi, le questionnement est central à l'ANL et l'apprentissage par enquête.
Voici une autre chose. Lors de la planification pour l'approche neurolinguistique et l'apprentissage par l'enquête, le prof choisit avec intention les ressources. Ces ressources correspondent à des questions centrales et cibles de l'enquête et aux structures et au vocabulaire en contexte. Simplement dit, on crée nos questions en consultant les ressources pendant la planification. Ensuite, un principe fondamental de l'ANEL est la pédagogie du projet. On utilise la langue en parlant pour faire quelque chose. Également, en faisant l'apprentissage par enquête, les élèves peuvent créer un produit pour communiquer leurs réponses au sujet de la question. Et je vais terminer avec l'interaction. L'interaction est un autre principe fondamental de l'ANEL et au centre de l'apprentissage par enquête. Il faut que les élèves se parlent pour explorer une question centrale et cible en profondeur. On veut que nos élèves parlent plus que nous. Alors, l'ANEL et l'enquête sont complémentaires. Maintenant, on aimerait vous donner la parole encore une fois. Vous avez vu aujourd'hui avec Matt et moi plusieurs mythes et des briseurs, des suggestions de briser les mythes. Pensez grand, commencez petit. Enseignement explicite de la recherche. La planification est essentielle et l'ANEL et l'enquête sont complémentaires. Donc, on aimerait vous mettre dans les salles de discussion pour une dernière fois aujourd'hui et voici les 2 questions à discuter. Si vous voulez prendre une photo de la diapositive ou vous pouvez le noter quelque part maintenant. Quelles grandes idées pourrais-je mettre en action dans ma salle de classe ou comme mentor ou comme responsable? Quelle grande idée vais-je continuer à utiliser dans ma salle de classe? Donc, cette dernière question des grandes idées, vraiment comme ça, c'est un peu auto-réflexion. Ça, c'est ce que je vais faire. Donc, et regardons que presque la fin de notre temps ici et que vous avez besoin de manger avant d'aller à votre session d'après-midi, je vais peut-être laisser ces grandes idées dans les breakout rooms, dans les salles de discussion, sachant que vous avez eu des bonnes discussions. Et on va juste passer à notre dernier diapo, qui est les ressources. Donc, on a parlé de différentes ressources aujourd'hui. Et à vrai dire, curriculum.novascotia.ca/FR, c'est un one-stop shop. On a des unités modèles, on a des tableaux de structure, la planification de français par l'entremise de l'apprentissage par enquête, ce qu'on en parlait déjà, des liens aux vidéos. Donc, je vais juste utiliser le 7e par exemple. Donc, si vous naviguez à le site, et on est là ici, français, art, langage et 7e année, on a les documents en coup d'œil, on a les documents, les guides, les programmes d'études. Ici en bas, ressources précoces, ça t'amène à un dossier plein de beaux bijoux. Et on a la même pour tardive, puis comment faire l'écriture pour un texte personnel, comment faire les textes narratifs en immersion tardive. On a des liens au profil biographique pour des Afro-Néo-Écossais. Il y a plein de bonnes choses pour appuyer l'apprentissage et appuyer l'apprentissage par enquête. Donc, c'est vraiment, on essaie de nos mieux de garder tous dans un endroit. Donc, espérons que vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin à Curriculum Nova Scotia. Matt, peux-tu montrer où se trouve le document, l'apprentissage par l'entremise d'enquête? Par certain. Donc, lorsqu'on a cliqué le ressource précoce ou ressource tardive, ça nous amène à un dossier. Donc, c'est un dossier Google Drive. Et tu peux voir, on a un dossier là-dedans, apprentissage par enquête.
Et on a une vidéo comment faire la planification à l'aide de Power Teacher Pro, une vidéo en général de la planification en français pour l'entreprise d'enquête. On a aussi le document, ça ouvre, c'est ouvert dans une autre fenêtre. Voilà, le document propre. Donc, si on veut le grand document qui nous démontre un exemple qui va à travers toutes les 4 étapes, on peut regarder celui-là. On a des vidéos. On a aussi des ensembles de textes qui peuvent aider et appuyer votre apprentissage par enquête, des textes qui se trouvent, je crois qu'ils trouvent tous sur le bureau de manuel scolaire. On a des liens qui nous amènent là-bas pour trouver le numéro de bureau de manuel scolaire pour faire les commandes. Et aussi, comme j'ai dit, il y a une série de vidéos, il y a introduction, étape 1, 2, 3 et 4 qui couvrent en plus de détails ce dont on a déjà parlé lors de la mythe numéro 3. Et pour dire, Matt, on a envoyé, pas nous, mais le bureau de manuel scolaire a envoyé à chaque région au mentor coach un ensemble de ces textes, 3 copies de chaque. Donc, ça va arriver chez vous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. Alors, je vois qu'on est presque à la fin de notre session. Je vous remercie d'avoir passé 1 heure avec nous sur l'apprentissage par enquête et le français dans seconde. Alors, merci beaucoup et Matt, je te passe les dernières paroles. C'est la même chose. Merci bien d'être ici avec nous, d'avoir partagé vos pensées. J'espère que vous avez retiré des bonnes informations et que vous allez continuer à briser des mythes dans vos régions. Merci beaucoup et bonne continuation.